À la une, Benoît Apparu rencontre les Guyanais. Le porte-parole d'Alain Juppé, candidat à la primaire de la droite et du centre, est en Guyane jusqu'à ce soir. Il a fait face hier aux élus et à la population saint-laurentaise. Il est notre invité ce soir. En ce 11 novembre, de nombreuses commémorations pour l'armistice se sont tenues dans le territoire. À Makouria, les forces de l'ordre et le maire ont salué la mémoire des soldats morts au combat. Enfin, leur victoire marque un tournant dans l'histoire du sport en Guyane. Les Yana de Kos sont qualifiés pour la Gold Cup. Une partie de l'équipe est rentrée au pays tandis que l'autre rejoignait l'Hexagone. Reportage à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 11 novembre avec cette actualité bien sûr sur les cérémonies de commémoration de l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a près d'un siècle, nous vous en parlions hier, 300 Guyanais ont perdu la vie dans ce conflit international. Parmi eux, une dizaine de soldats étaient originaires de Makouria. La commune leur a rendu hommage ce matin. On écoute le maire Gilles Adelson au micro de Jonathan Lariot. Nous avons découvert qu'il y avait un certain nombre de Guyanais et surtout donc de Makouriens qui avaient donné donc de leur vie, qui étaient partis à la guerre et qui sont morts sur les champs de bataille pour la France justement. Donc c'était tout à fait normal pour nous aujourd'hui, au 11 novembre, donc de commémorer cette histoire et surtout de faire appel donc à leurs souvenirs. C'est surtout ne pas oublier. Ne pas oublier qu'un certain nombre de personnes ont quitté leur département, ont quitté leur terre, ont quitté leur famille, pour aller justement sauver, pour aller se battre pour justement cette notion de liberté, cette notion donc de cohésion, de fraternité qui malheureusement ce 21e siècle se perd. Il faut véritablement pour que vive du moins cette liberté, pour que vive cette cohésion sociale, qu'il y ait cette relation intergénérationnelle, que les nouveaux, ceux qui viennent, puissent savoir ce qui s'est passé avant. Il y a une trop grande fracture justement entre ces années passées et notre 21e siècle. Je vous le disais en titre, Benoît Apparu est donc en Guyane. Le porte-parole du candidat républicain à la primaire de la droite, Alain Juppé, est arrivé hier pour 24 heures de visite dans le département. Benoît Apparu s'est rendu tout d'abord à Saint-Laurent-du-Maroni, l'occasion de dresser un tableau de la situation économique et sociale de la Guyane et bien entendu de tenter de convaincre les Guyanais. Elsa Gonzalez. Tour à tour, chaque acteur de la vie politique en Guyane prend la parole. Au travers de leurs discours et témoignages, ils en appellent à soutenir et voter pour le candidat Alain Juppé. Votez Alain Juppé, merci à tous. La première date des primaires à droite est le 19 novembre prochain. Une manifestation comme celle-ci permet de sensibiliser et de faire connaître le programme du candidat républicain. L'intérêt, c'est de faire connaître le programme d'Alain Juppé, puisqu'il en a un. Il a un projet, surtout pour l'outre-mer aussi. Donc connaître un petit peu ce qu'il veut nous proposer dans les domaines qui nous sont chers, puisque les domaines de l'emploi, l'éducation, la formation, dans le domaine économique et bien sûr de la sécurité. L'insécurité, un sujet qui intéresse toute la population, notamment au vu des derniers événements qui ont bouleversé la Guyane. Pour cet habitant de Saint-Laurent-du-Maroni, il souhaite un président qui s'occupe du territoire. La Guyane a des problèmes d'insécurité. Insécurité à des Boaka, il y avait Patrick Clerc qui est mort. Pour ça, un homme politique, un homme très important de la Guyane, décédé comme ça. Nous voulons quelqu'un qui va venir prochain président. Il faut c'est un gars qui dit et confortable pour changer les lois. Parce que nous, en côté des frontières, Brésil, Suriname, il faut changer des lois. Alain Juppé serait le seul des 6 autres candidats à proposer un projet pour les territoires d'outre-mer. Comme cet homme, beaucoup sont venus écouter les propositions faites par le candidat. Quand on se voit dans un meeting, c'est vraiment écouter est-ce qu'il y aura un changement parce que on connaît un changement et voir est-ce qu'il y a de la sincérité et savoir est-ce que ce qu'on va nous proposer pourra être réalisé. Parce qu'il y a pas mal de candidats qui nous proposent et nous savons très bien que ça ne sera jamais réalisé. Dans cette course à l'électorat, chacun se veut rassembleur et force de changement. Pour l'instant, Alain Juppé serait donné favorable selon les sondages.
Le porte-parole du candidat républicain pour la primaire de la droite et du centre est notre invité ce soir. Benoît Apparu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous achevez à présent 24 heures de visite en Guyane pour tenter de rallier la population guyanaise à la cause de votre candidat. Quelle place occupe ce territoire dans le programme d'Alain Juppé? C'est une place importante parce que c'est la première fois qu'un candidat à l'élection présidentielle, dans le cadre d'une primaire bien sûr, fait un programme dédié à la Guyane. On a travaillé sur 3 livres. Un sur l'éducation, un sur la sécurité, un sur l'économie. Et puis on a fait 7 livrets plus thématiques sur la santé, la famille, l'énergie. Il y en avait un spécifique sur l'outre-mer, c'est une première. Et puis, dans le cadre de cet ouvrage spécifique sur l'outre-mer, on a évidemment séquencé les choses pour parler de chacun des outre-mer. Pourquoi? Parce que dire qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Cayenne, il faut faire la même chose, ça n'a aucun sens. Dire qu'à Cayenne et en Polynésie française, il faut faire la même chose et donc c'est le même programme, ça n'a aucun sens. On va parler tout de suite de l'insécurité. Concrètement, vous arrivez, vous le savez très bien, 48 heures après le meurtre d'un ancien conseiller général, Patrice Clette, tué à son domicile a priori lors d'un braquage. Un tragique exemple parmi tant d'autres de faits divers qui pèsent sur la société guyanaise en ce moment. Que préconise Alain Juppé pour lutter contre cette montée de la violence en Guyane? Un seul, peut-être 2 sujets. Premier sujet, comment on fait pour que nos forces de l'ordre passent beaucoup plus de temps sur le terrain ou à faire des enquêtes que dans leur bureau? On a tellement développé les contingences administratives, on a tellement développé la papasserie diverse et variée. Il y en a une partie qui est utile, mais il y en a une partie qui est devenue inutile. Il faut juste se dire une chose, 60% du temps de travail d'un policier, il est fait pour des actes administratifs. Ça veut dire quoi? Pour être concret, lundi, mardi, mercredi, je fais l'administratif, jeudi, vendredi, je peux bosser sur le terrain. Tant qu'on restera avec des procédures pénales, des procédures administratives et des procédures de police aussi lourdes que ça, on ne sera pas efficace. Il faut donc qu'on remette les policiers sur le terrain. Quand je dis les remettre, ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas eux, c'est nous, politiques, qui avons inventé toute cette lourdeur administrative, c'est pas eux, donc il faut les remettre sur le terrain, parce que c'est sur le terrain, par la présence et par l'enquête, qu'on réalisera effectivement un boulot permettant de sécuriser les Guyanais. Deuxième sujet peut-être, cette fois-ci sur la procédure et ce qu'on appelle la réponse pénale. Quand vous avez, en matière de procédure pénale, des gens qui sont condamnés à moins de 2 ans de prison et qui ne font pas de prison, ça pose un problème. Et pourquoi ne font-ils pas de prison? Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas assez de places de prison. Et donc là, c'est des problèmes matériels purs et durs. Et puis, il y a des problèmes de procédure pénale, là encore, où il faut assouplir, simplifier la procédure pénale pour qu'on puisse avoir une réponse plus rapide. Vous prenez un gamin de 14 ans, de 15 ans, il fait une bêtise. Il est condamné 2 ans après. Où est la leçon? Où est l'exemplarité? Ça, ce sont des sujets très importants. Je termine. Là, on parle du pénal, on parle de l'après-crime. Justement, j'allais y arriver. Alors, je vous écoute. Le premier sujet, le plus important, c'est quoi? L'éducation. Tant que vous aurez 50% de chômage, tant que vous aurez un tiers de résultats scolaires en moins ici, en Guyane, qu'en métropole, on pourra faire tout ce qu'on veut avec les policiers. On pourra faire tout ce qu'on veut avec la réponse pénale. Vous n'aurez pas de solution définitive. Les 2 sujets principaux, c'est le sujet scolaire et c'est le sujet emploi. Si on n'a pas 2 réponses, on a un problème. Mais là-dessus, il ne faut pas raconter de bobards aux gens. Avec quels moyens? C'était intéressant ce qu'il y avait dans le reportage, il y a 2 minutes là. Oui. Qu'est-ce que disait le suppléant de la députée? Les discours ras-le-bol. Ce qui nous intéresse, c'est des résultats. Les discours où on promet beaucoup de choses et tout le monde sait que ce n'est pas tenable, ça ne marche pas. Sur l'emploi, comme sur l'éducation, le boulot que nous devons engager, c'est quoi? 5 ans, 10 ans devant nous. Et on ne produira pas de résultats avant 5 ou 10 ans. Donc ce sera quoi? Plus d'emplois, plus d'enseignants, plus d'écoles? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Je ne crois pas du tout à ce que la solution du plus d'emplois résolve les problèmes éducatifs français. Sinon, on serait champion du monde. Il y a 12 millions d'élèves en France. Il y a 1 million de profs. Faites le calcul avec moi, ça fait 1 pour 12. En Guyane, il en manque quand même. Et pourtant, dans les classes, on est à 30. Et en Guyane, encore plus. Donc il manque des profs, mais par des questions d'organisation du système éducatif. Moi, la question sur le système éducatif, c'est comment on prend les enfants dès 3 ans, dès 4 ans, dès 5 ans, dès 6 ans. C'est sur le tout jeune âge
qu'on peut créer de la différence et qu'il faut rattraper les inégalités de l'essence. Mais surtout, le message que je veux passer, c'est de dire aux Guyanais, ne croyez pas ceux qui vont, d'un claquement de doigts, vous dire demain matin, avec moi, tout est réglé. C'est pas vrai, c'est faux. Il faut du temps pour traiter la question scolaire, il faut du temps pour traiter la question de l'emploi. Et de l'insécurité. Et de l'insécurité, donc par conséquence. Lors de sa venue en mars puis en avril dernier, M. Juppé évoquait l'afflux de migrants, notamment du Suriname et du Brésil. Alors, de nombreux autres pays sont impliqués, surtout Haïti, dont l'immigration a été renforcée, évidemment, avec le passage de l'ouragan Matthew. Depuis le début de l'année, ça fait déjà 25 000 Haïtiens qui ont rejoint donc la Guyane, un chiffre qui ne cessera de progresser. La Guyane n'a pas de structure pour accueillir toutes ces personnes. La préfecture accuse d'importants retards de dossiers. Les services de demande d'asile ont dû être suspendus. Aujourd'hui, on fait quoi? La population est frustrée, elle est en colère. Quelle est la réponse, Alain Juppé? Première réponse de constat. On fait un cirque en France, à juste titre, en métropole, quand il y a 10 000 personnes à Calais. Pour toute la France. Un démantèlement qui se fait assez rapidement, quand même. Démantèlement, non, il s'est fait au bout de 3 ans, donc très rapidement, n'exagérons quand même, 3 ans. Je ne suis pas sûr que la population du Calaisie considère que 3 ans soit truc. Mais on a réparti sur l'ensemble du territoire métropolitain 10 000 personnes. Compliqué, mais c'est 10 000. Là, on parle de 25 000 pour les Haïtiens, et que pour les Haïtiens. Et donc, nous devons avoir une chose principale, des accords de réadmission. Pourquoi? Parce que les migrations que nous devons accepter sont des migrations que je vais qualifier de politiques, liées à l'asile politique. Quelqu'un qui est en danger physique chez lui, dans son pays, parce qu'il pense quelque chose qui est contraire au gouvernement, parce qu'il a une religion qui n'est pas acceptée. Donc on va juste repousser les autres personnes finalement. Et donc l'immigration que je vais qualifier, ou la migration que je vais qualifier d'économique, nous ne pouvons pas l'accepter sur notre territoire. Et donc l'immigration économique, il faut pour pouvoir renvoyer les Haïtiens dont on parle, ou ceux du Brésil, ou ceux du Suriname, des accords de réadmission avec les pays concernés. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en général, quand ils viennent sur le territoire français, pour pouvoir les renvoyer en Haïti, il faut l'accord d'Haïti ou l'accord du Suriname ou du Brésil. Il faut négocier ces accords-là. Et si je prends l'exemple d'Haïti, quel est le deal qu'on peut essayer de passer? Le deal qu'on doit essayer de passer, et c'est à Paris de le faire, c'est de dire on va vous aider économiquement par des accords de coopération. Mais en échange de ces accords de coopération, on va faire 2 choses. 1, vous récupérez vos migrants. Et 2, on crée des liens économiques entre Haïti et la Guyane pour qu'effectivement on puisse avoir de l'échange économique et que les boîtes de Guyane puissent aller travailler en Haïti. C'est ce deal-là qu'il faut créer. Une des propositions d'Alain Juppé, c'est de faire en sorte qu'un enfant devienne français à partir du moment où au moins un des parents est en situation régulière sur le sol français, donc là en Guyane. Mais quand même chez nous, ce qui se passe, c'est que les personnes reviennent en Guyane. Alors comment faire face à ça? Il y a 2 sujets différents. Il y a les sujets des migrations et le sujet de la nationalité. Bon. Sur le sujet ils se rejoignent quand même, parce que là, non, pas complètement. Enfin, pour partie, vous avez raison, mais pas complètement. Pourquoi? Parce que la personne, une fois qu'elle devient française, toutes les générations suivantes sont françaises. Quelqu'un qui vient en situation régulière, vous pouvez espérer, si on fait bien notre boulot, le reconduire à la frontière. Pas celui qui est devenu français. Et donc là où nous avons une attention toute particulière à faire, c'est quoi? Nous avons une démographie en Guyane qui est fantastique et qui est d'ailleurs une chance pour la Guyane. Vous avez une chance extraordinaire par rapport à ça. Moi, je viens d'un territoire, la Marne, où on perd des habitants et je peux vous dire que c'est une catastrophe. C'est compliqué à gérer, mais c'est plutôt une chance. Par contre, on ne peut pas avoir, la démographie naturelle qui pousse et en plus avoir les migrations, parce que les deux, ça fait effectivement exploser de ce point de vue-là le pays. Et donc, nous considérons qu'au titre du droit du sol, il faut évidemment conserver le droit du sol, c'est normal, mais pas un droit du sol totalement détourné. Quand vous avez quelqu'un qui franchit le fleuve, ou quelqu'un, parce qu'on a le problème similaire aux Comores, avec Mayotte, qui effectivement ne franchit la frontière que pour accoucher, parce que le seul fait d'accoucher en France fait que l'enfant pourra devenir français, c'est pas souhaitable, c'est pas acceptable, ni pour l'enfant d'ailleurs, mais pas pour les populations guyanaises. Concernant le marché économique, qui bien sûr rejoint ce qu'on est déjà en train d'évoquer, les entrepreneurs ici déplorent régulièrement des contraintes inadaptées au territoire. Et de manière générale, finalement, tous les secteurs en Guyane font ce même constat. Ce sont des mesures qui sont prises dans l'Hexagone, elles viennent chez nous, elles sont appliquées et elles ne sont pas forcément applicables. Comment Alain Juppé compte-t-il prendre en compte les particularités des territoires d'outre-mer? Ils ont raison.
Et je vais vous donner un exemple très concret. J'ai été ministre du Logement pendant 3 ans. Et pendant cet exercice ministériel, j'ai dû faire ce qu'on appelle la RT 2012. Ça veut dire la réglementation thermique 2012. Comment on construit des logements pour que ces logements émettent le moins d'énergie possible. Eh bien, on a fait la même règle en Savoie, où en moyenne annuelle, il doit faire 2 degrés par an, et ici, où en moyenne annuelle, vous devez avoir 30 degrés par an. Et on a fait la même règle. C'est profondément stupide. Et donc, il faut effectivement que Paris accepte une petite chose, très compliquée dans notre intellect, une petite chose, qui est de dire, on n'a pas la vérité absolue, on n'a pas la vérité parfaite, et en général, en Guyane, ils savent mieux que nous ce qui est bon pour la Guyane. Pareil pour la Réunion, et pareil, évidemment, pour d'autres territoires. Mais ça va plus loin que ça. Les Bretons, ils ne pensent pas comme les Corses, et ils ne pensent pas comme les Guyanais. Et c'est pour ça que, dans l'idée d'Alain Juppé, c'est la thèse du rassemblement, qui consiste à dire que nous avons des différences. Que ces différences-là, il faut les assumer. Dès lors qu'on se retrouve tous derrière le drapeau français. Et il ne faut pas nier ces différences. Quand on dit, par exemple, évidemment, toute ressemblance avec des choses existantes serait purement fortuite, que nos ancêtres sont tous des Gaulois, eh ben, je ne suis pas convaincu, effectivement, que les Bretons s'y retrouvent, que les Guyanais s'y retrouvent. Nous, notre idée, c'est quoi? On a des différences les uns avec les autres. Tant mieux, c'est une richesse, c'est une puissance, c'est une force, à condition qu'on se retrouve tous derrière le drapeau et l'hymne national. C'est ça qui fait la nation française telle qu'elle s'est construite. Un dernier point, monsieur Apparu, parce que bien sûr, l'objectif, c'est bien sûr la présidentielle de 2017. Alain Juppé vise donc ce poste, on va dire, à la tête de l'État. Il est favori dans les sondages, en tout cas pour les primaires. Ne craignez-vous pas, c'est le dernier point, si vous voulez bien répondre, de mauvaises surprises pour la France, après, bien sûr, le scrutin des États-Unis, sur lequel on ne s'étendra pas trop? Il y a un risque. Il y a un risque parce que les sondages sont ce qu'ils sont. Ils sont incertains et donc on reste mobilisé en Guyane comme ailleurs pour effectivement gagner cette primaire et puis ensuite on verra ce qui se passe. Mais il nous reste 10 jours. Les 10 jours, on les fait à fond, on les fait à bloc en oubliant les sondages. Le 20 novembre. Ici, c'est le 26, oui. Enfin le deuxième tour, pardon, ouais. 19 pour le premier tour, 20 en métropole. Et donc il y a un seul message, que tous les Guyanais aillent voter pour prendre leur destin en main et assumer leurs décisions. Merci Benoît Apparu d'avoir répondu à nos questions. On poursuit. Le projet de loi finance pour 2017 est actuellement étudié par les députés. Hier, ils ont débattu sur la gestion des fonds publics, notamment sur le montant destiné au ministère de l'économie. Le député Gabriel Serville a surtout mis en lumière les conséquences néfastes de coupures budgétaires sur les paniers ménagers en Guyane. Regardez. Les fonds alloués à la Guyane, et j'en parlerai jusqu'au bout, avaient jusqu'ici échappé aux coupes budgétaires. Je ne peux que déplorer le fait que le projet de budget que vous nous présentez pour 2017 marque un coup d'arrêt à cette dynamique en affichant une baisse de 8% en crédit de paiement par rapport à 2016. Dans ce contexte, qu'il soit fort dommage qu'un effort particulier n'ait pas été consenti en direction de ce programme 220 pour la Guyane, dont la dynamique démographique rend particulièrement nécessaire la disponibilité de données statistiques exhaustives et pertinentes. Pour ce qui est de la mauvaise nouvelle maintenant, ou tout du moins du point le plus inquiétant, c'est-à-dire des crédits du programme 134, développement des entreprises et tourisme, qui accuse une chute de 27% en crédit de paiement sur l'année, permettez que je m'étonne de cet arbitrage très défavorable, alors même que c'est ce programme qui intervenait dans le cadre de la lutte contre la vie chère en Outre-mer, qui figure parmi les 30 engagements du président de la République pour les Outre-mer, par le biais du financement des actions de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. On voit donc mal comment la baisse de près d'un tiers de crédit du programme 134 pourrait être susceptible d'améliorer cette situation qui nous est totalement défavorable. Aussi, au regard de ces éléments et appréciations, dans un élan solidaire avec les Outre-mer, nous nous verrons dans l'obligation d'émettre un avis défavorable sur le budget de cette mission. Un séisme de 6,8 sur l'échelle de Richter a été ressenti hier soir à 22 h dans la commune de Grand-Rivière. Il s'agissait, rassurez-vous, d'un exercice grandeur nature pour évaluer la capacité des habitants à réagir en cas de tremblement de terre en pleine nuit. Une opération prise très au sérieux par les riverains. Reportage en Martinique signé Marc-Olivier Trim.
22h, Grand-Rivière est réveillé par un important séisme. Dans la commune, tout le monde se connaît, on essaie de retrouver les siens. Ça qui passait. Au menu du scénario de l'exercice organisé par les bénévoles de l'Université populaire de la prévention, route coupée, personnes disparues, mairie inaccessible, Grand-Rivière est tout simplement sinistrée. J'ai la liste des élus de la ville qui sont présents. Le maire est absent. Nous sommes 5 pour l'instant. Dans les artères de la ville, on s'organise comme on peut et les secouristes déjà sur place sont submergés. Il y a un monsieur. Non, c'est pas lui. Je ne vois pas mon mari. Seigneur Jésus. L'objectif, c'est un petit peu de tester la réactivité, premièrement, de la population, deuxièmement, des élus, afin de pouvoir gérer une crise, dans la gestion de crise. Troisièmement, la réaction des autorités supérieures, la préfecture, les secours extérieurs. Quand on va appeler, on va dire qu'on a un problème sur Grand-Rivière, quel sera le délai pour que les secours arrivent vers nous. On est là de tout cœur avec toi. Voilà. Le renfort des secours avoisinants n'est pas encore suffisant, car en base arrière, le staff communal doit organiser, compter, recenser des réflexes loin du quotidien de ses employés de mairie. Nous sommes éloignés des autres communes. Alors ce qu'il faut, il nous faut prendre les initiatives pour pouvoir aider les gens. Si tu as mon message, tu me rappelles. Merci. Alors, rappelle-le, il laisse suivre le message. D'accord. Il faut quand même que cette mairie continue à fonctionner. Ah mais bien sûr, il faut que ça fonctionne. J'ai de la chance parce qu'ils sont tous là avec moi aujourd'hui. Et comme vous voyez, ils sont donc sur le terrain et les choses avancent, même s'il y a un peu de frayeur. L'enjeu, c'est de voir la réaction qui peut être faite par les services et avec la spécificité qu'on est de nuit. Donc là aujourd'hui on voit qu'il y a des choses à améliorer, c'est normal, c'est le but de ces exercices, c'est précisément de voir ce qui va, mais aussi de voir ce qui ne va pas et de pouvoir améliorer pour le jour où on aura vraiment un séisme de 6,8 comme c'est le cas aujourd'hui. Habitué à être sinistré, cet exercice nocturne se veut un message fort pour la population ainsi que les autres communes concernées. Et on restera dans l'étoile encore pendant longtemps, ce qui voudrait dire que nous sommes encore soumis à d'autres types de ce genre. Et il faut s'attendre à travailler encore davantage. Tout n'est pas terminé pour Grand-Rivière qui doit encore éduquer, car risque séisme, risque tsunami, des réflexes encore trop sous-estimés. Retour chez nous. Aujourd'hui, Valérie et Pascal ont ouvert les portes de leur exploitation au public. Les heureux propriétaires d'un élevage de 170 bovins situés à Macouria ont pu faire découvrir leur travail. Une rencontre rendue possible dans le cadre du mois de la viande pour inciter à consommer local. Une centaine de visiteurs ont fait le déplacement. Au programme, sensibilisation aux difficultés du secteur, mais aussi dégustation. Ayoudeli Germa. Dans cette exploitation créée en 2001, 500 têtes de bovins se partagent 200 hectares de terrain. Pour la productrice, l'élevage en plein air est gage de qualité. L'importance de faire des portes ouvertes et d'expliquer l'agriculture aux particuliers et aux gens qui ont envie de venir voir, c'est justement leur faire comprendre pourquoi l'agriculture est indispensable, pourquoi il est important de produire en Guyane, de produire de la manière dont on produit, c'est-à-dire de l'élevage extensif, parce qu'il y a de la place, parce qu'on peut le faire et parce que du coup les bêtes sont en liberté, quoi. On s'adapte au pâturage, c'est-à-dire que les bêtes restent 10 jours sur un pâturage, ensuite le pâturage à 30 jours pour se reposer. Les pâturages sont traités comme les bêtes ici. Valérie fait partie de la CEBOG qui regroupe 80 éleveurs bovins en Guyane. Ce réseau produit près de 40% de la viande bovine locale. La moitié de leur chiffre d'affaires correspond à des aides publiques. On sait qu'aujourd'hui les financements sont souvent basés sur une courte période et on a des financements sur 5 ans plus ou moins. Et au bout des 5 ans qui sont dégressifs en plus, donc ça peut causer des petits soucis au sein des structures. Les soucis majeurs sont également aussi des problèmes de transformation, c'est-à-dire de débouchés. On a un marché qui s'est développé avec les grandes surfaces et donc il y a une demande qui est différente, c'est-à-dire aujourd'hui qu'il faut pouvoir proposer un petit peu de la découpe et notamment du pad, du prêt à découper. Et aujourd'hui les structures sont quand même en difficulté, il faut le dire.
Donc on essaie de se débrouiller par nos moyens. Voilà. La production locale couvre tout juste 20% de la demande. La viande locale pour certains serait trop dure. Un jugement dû à l'absence des 10 jours minimum de réessuage, étape durant laquelle la carcasse perd de son humidité de surface dans une chambre froide. En Guyane, les éleveurs font face aux coupures d'électricité qui rendent cette étape irréalisable sur le long terme. Mais les consommateurs ont une alternative. Pour les gens qui aiment la viande rouge, la viande en steak, grillée, tout ça, évidemment, si on la fait griller alors qu'elle vient d'être abattue, la viande va être dure. Mais si vous prenez un gros morceau, vous le laissez dans votre frigo une semaine, 10 jours, vous enlevez les morceaux noirs après, vous la passez, la viande, elle va être meilleure que la viande que vous pouvez trouver en France parce que justement, c'est des bêtes qui courent tout le temps, c'est des bêtes en liberté en permanence et ça, c'est rare d'avoir une qualité de viande comme ça, de bêtes qui courent, de bêtes qui sont dehors 24 heures sur 24. Réessuage ou non, les visiteurs de cette porte ouverte n'ont goûté qu'une viande de qualité. Ah oui, c'est très bon, délicieux. Je trouve que c'est important de faire travailler les gens qui sont sur place. Pourtant, mon mari travaille dans le transport maritime, mais j'achète que du local. Je ne le fais pas travailler, lui. Ils font le bonheur des Guyanais. Les Yanadoko ont remporté la victoire 5-2 face à Haïti mercredi soir. L'équipe de football est rentrée au pays hier, du moins une partie des joueurs. Les autres ont dû rejoindre l'Hexagone pour disputer d'autres compétitions. Un voyage d'ailleurs très perturbé. En tout cas, l'ambiance était chaleureuse hier soir pour accueillir les joueurs à l'aéroport Félix Éboué. Voyez plutôt ces quelques images signées Caroline Alcide. À 90 minutes, dès le départ, on l'avait dit, de quelque chose d'historique. Donc on est mal rentré dans le match, il nous fallait un sursaut d'orgueil, c'est ce qu'on a provoqué à la mi-temps. Parce qu'on avait vu qu'au cours de cette première mi-temps qu'il y avait des fortes possibilités. Et on a été très fébrile dans les 20 premières minutes et puis le but qu'on met juste avant la mi-temps nous permet de reprendre confiance. Après on réorganise certaines choses dans notre organisation de jeu et puis avec les qualités que nous avions et on a pu reprendre le cours du match et puis ensuite faire la différence face à cette équipe-là pour nous qualifier. Vous imaginez même pas ce qu'on vient de réaliser. Là, c'est quelque chose du maintenant qui est très fort. De toute façon, il n'y a que le sport qui permet de provoquer des émotions comme ça. Donc là, on va récupérer sur le plan physique, sur le plan mental, parce qu'on en a bien besoin. Là, on a su montrer beaucoup d'abnégation et voilà, on a tapé du poing sur la table à la mi-temps et on est revenu avec un autre visage, avec d'autres ambitions. On a su renverser la vapeur et puis c'est bien passé. Et voilà, c'est un beau dénouement pour nous et pour la Guyane. Je suis vraiment des choses qui n'allaient pas en première mi-temps, mais voilà, on a eu l'expérience et on a eu, je veux dire, on a fait ce qu'il fallait pour revenir dans ce match. Donc ça montre qu'on a vraiment beaucoup de valeur. Avant de se quitter, un œil sur le compteur de la collecte menée par Médecins sans frontières en faveur des grands brûlés en Haïti. Les promesses de dons s'élèvent en Guyane à 4 529 pour un montant total de 174 285 €. Mais les dons réels s'élèvent, eux, à 233 pour un montant de 14 044 €. ATV vous invite à poursuivre la solidarité au numéro et à l'adresse électronique qui s'affiche sur votre écran. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Benoît Apparu rencontre les Guyanais. Le porte-parole d'Alain Juppé, candidat à la primaire de la droite et du centre, était en Guyane jusqu'à ce soir. Il a fait face hier aux élus et à la population saint-laurentaise. Il était notre invité. En ce 11 novembre, de nombreuses commémorations pour l'armistice se sont tenues dans tout le territoire. À Makouria, les forces de l'ordre et la mairie ont salué la mémoire des soldats morts au combat.
Enfin, la victoire marque un tournant dans l'histoire du sport en Guyane. Les Yanadokos sont donc qualifiés pour la Gold Cup. Une partie de l'équipe est rentrée au pays, tandis que l'autre rejoignait l'Hexagone. Ils ont été en tout cas très bien accueillis à l'aéroport Félix-Éboué hier soir. Dans un instant, le 20h de TF1, puis vos programmes continuent sur votre antenne à TV Guyane. Très bonne soirée à vous, bon week-end, à lundi.